Voix off, l'émission de cinéma sur Radio Toucan. Actu, débat, conseils, découvertes. Le cinéma, ça se voit et ça s'entend dans Voix off. Bonjour et bienvenue dans Voix Off, l'émission critique de cinéma en direct du plateau de Radio Toucan. Merci de nous écouter. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre compte Instagram, émission_Voix Off, et à nous suivre et laisser un message si vous le voulez. Nos précédents ciné-radios sont aussi disponibles et en réécoute sur le site de Radio Toucan et sur Spotify. Aujourd'hui, dans ce 9e ciné-radio de Voix Off, nous parlerons du film The Creator signé Gareth Edwards, avec au micro Manon, Jules, Johnny et moi-même. 4e film du réalisateur britannique, 3e film hollywoodien, après Godzilla en 2014 et Star Wars Rogue One en 2017. The Creator nous a très clairement divisés au sein de l'équipe. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de l'émission, mais tout de suite, petit coup d'œil du côté des chroniqueurs. Et du coup, Johnny va commencer par nous raconter un petit peu ses découvertes récentes du mois, parce que nous ne t'avons pas encore entendu lors de la dernière émission, Johnny, parce que tu n'étais pas... Oui, bonjour à tous, ça fait longtemps que je suis venu. Alors, en ce mois d'octobre, moi je vais vous parler d'un petit film d'horreur angoissant pour Halloween, on est dans le thème. C'est un film qui s'appelle Traqué et qui est visible sur Disney+. Je préfère nettement le titre anglais qui s'appelle No One Will Save You. Et ça raconte l'histoire d'une fille qui vit dans une petite maison au fin fond de l'Amérique. Et en fait, elle va pendant le temps d'une nuit et d'une journée se faire attaquer et possiblement enlever par des extraterrestres. Donc elle va essayer de survivre à tout ça. Et ce film a la particularité qu'il est... si je puis dire, muet, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun dialogue dans le film, tout passe par l'image, et ça fait un peu du bien de voir un film comme ça qui passe notamment par ses visuels, et même pour raconter une histoire, parce que on apprend très vite que son personnage est plutôt solitaire, elle ne parle à personne dans la ville, et car il y a un fort traumatisme passé, et même pour ce traumatisme passé, nous allons avoir une explication, le tout sans dialogue. Donc c'est un petit film qui mérite plus de vues. Bon, après c'est pas moi qui vais non plus lui donner encore plus de visibilité, il a déjà été recommandé par Guillermo del Toro et Stephen King, mais voilà, je voulais en parler. Eh ben, merci Johnny. Est-ce que certains d'entre vous l'ont vu peut-être autour de la table? Jules? Non? Manon? Alors c'est certainement pas un film d'horreur que je vais aller regarder moi pour Halloween. À la limite je vais voir Hocus Pocus, mais vraiment c'est ma limite. D'accord. Pour ma part je connaissais pas non plus, merci Johnny. Tout de suite on va s'écouter un enregistrement de Benjamin qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir, puisque nous venons d'apprendre qu'il est encore malade une nouvelle fois, mais il a encore tenu à nous laisser une petite capsule, on se l'écoute maintenant. Bonjour à tous, alors effectivement je suis absent car je suis une fois de plus malade. Le début de l'automne commence particulièrement bien pour moi, comme vous pouvez le voir, ou plutôt entendre. Mais bon, je vous enregistre cette petite chronique depuis chez moi, donc encore une fois de plus, si vous trouvez que je parle du nez, n'essayez pas de régler votre poste, c'est tout à fait normal. J'aimerais parler en premier du film Le Diable tout le temps d'Antonio Campos, sorti en 2020, que j'ai vu sur Netflix. Alors on est sur un film du type thriller, qui est du genre choral, qui se situe dans l'Ohio des années 60. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a son propre rythme, et c'est un film qui est à la fois lugubre et poisseux. Si je devais le résumer en une citation, ce serait « On cherche le bien sans qu'on le trouve, et l'on trouve le mal sans qu'on le cherche ». Ok, alors pour ma deuxième découverte, ce serait le documentaire de Fabien Béziat et de Hugues Nancy, Nous les ouvriers, de 2023, qui a été produit par Programme 33, et qui a été diffusé sur France 2 il y a pas longtemps. Ça fait beaucoup de chiffres. C'est une réalisation qui s'accorde dans un triptyque de la part de ses réalisateurs, donc le deuxième en l'occurrence. Le premier était Nous les paysans qui suivait, je vous donne un mille, Les paysans, et là ce coup-ci c'est Les ouvriers. C'est plutôt pas mal, ça parle de la lutte des classes depuis les années 1900, donc en lien avec les prouesses technologiques. Les histoires sont entremêlées d'images d'archives et de témoignages actuels. Vous pourrez le trouver disponible en replay sur le site France TV, je vous le conseille. Nouvelle recommandation avec Donjons et Dragons de Chris McKay, John Francis Delay et Jonathan Goldstein, donc datant de 2023, sorti en début d'année.
c'est un film Paramount et que j'ai vu disponible en VOD sur Canal en l'occurrence. On est sur un film d'Heroic Fantasy, adaptation du jeu éponyme. Les personnages sont archétypes au possible, mais bon c'est normal parce que ça correspond au jeu de plateau. Donc vraiment un petit film sympa avec la vibe mélange Gardien de la Galaxie et Elder Scrolls. Moi ça me va très bien. Ça me va très bien. Et pour terminer, j'aimerais saluer le travail d'Amanda Mark sur les costumes, qui est vraiment assez impressionnant. Nouvelle découverte du week-end avec les Lavandières du Cotentin, qui est une compagnie appelée À Fleur de Meaux, créée par Dominique Hamelin et Claude Chapolin en 2012. On est sur du théâtre participatif, du théâtre en extérieur au mois d'octobre, il fallait bien au moins qu'il y ait un point positif au réchauffement climatique. Le spectacle était à voir au château des Ravalais à l'occasion d'Octobre Rose par l'association Acrea, une association qui rassemble des bénévoles qui proposent des soins de support aux personnes touchées par le cancer. Et si vous êtes curieux et curieuse de voir un petit peu de quoi cette compagnie est capable, le 15 décembre est joué au Théâtre à l'Italienne de Cherbourg, L'amour interdit des Ravalais. Donc à vos agendas. Et pour ma dernière recommandation, nous allons parler musique avec Orville Peck, un artiste mélange de Nick Cave et Elvis Presley à la sauce country, ou plutôt dark country bluegrass, et que je recommande absolument pour cet automne que j'espère pluvieux et mélancolique à souhait. Eh bien, c'est l'heure de la première pause musicale et on va s'écouter tout de suite le titre d'Orville Peck que Benjamin a choisi pour nous. Vous êtes toujours à l'écoute de Voix Off. Si vous nous rejoignez que maintenant, bienvenue. Il est temps de parler du film qui nous concerne aujourd'hui, puisqu'il s'agit de The Creator de Gareth Edwards. Que dire sur ce film, si ce n'est d'abord que c'est un film de science-fiction. J'ai noté aussi pour la musique la collaboration de Hans Zimmer. C'est vrai que quand je l'ai vu le film, quand j'ai découvert, je ne savais pas que c'était Hans Zimmer qui était à la composition, et tout le long du film je me dis on dirait trop un film de Christopher Nolan, et pour cause, le compositeur un peu de Nolan était parmi nous. Sinon donc nous retrouvons John David Washington, l'acteur qui jouera du coup le personnage principal dans cette œuvre de Gareth Edwards. Le film se déroule en 2065. Et pour vous raconter un peu le pitch, donc le centre de Los Angeles est détruit par une bombe nucléaire, faute d'une intelligence artificielle qui aurait déclenché la bombe. Les États-Unis, déjà pionnières d'une collaboration homme-machine, mènent alors une guerre totale contre les intelligences artificielles et traquent son créateur, exilé dans les États asiatiques, si je me souviens bien, territoire dans lequel du coup les intelligences artificielles et les hommes vivent en harmonie. Les États-Unis ont recours à une arme mouvante, une station orbitale nommée Nomad, je crois, qui vise et déverse ses bombes aux quatre coins du globe, une sorte d'épée de Damoclès qu'on voit plusieurs fois dans le film. Celle-ci pèse sur le devenir de cette cohabitation pacifique entre l'homme et la machine, et au centre de cette guerre se retrouve du coup Joshua, un ex-agent secret, interprété par John David Washington, l'acteur du coup... moi que je connais par Tenet de Christopher Nolan, qui va reprendre du coup du service en Asie. Par quoi on commence du coup, quelqu'un a envie de... Ah Jules, je te... alors moi j'aimerais... c'est normal si on m'entend. Sinon on change de micro, Pierre... Je vais changer de micro parce que celui-là... Ah non, c'est bon. Parfait, nickel. Allô, tout va bien ? C'est bon. Oh, je sais pas ce qui s'est passé, c'est de la faute de la technique évidemment. Non, Willow fait un boulot formidable. On le cite pas assez, mais voilà, il faut toujours penser à celles et ceux qui sont derrière les problèmes techniques pour les régler. Merci beaucoup. On va commencer par une dédicace à l'un de nos chroniqueurs qui n'est pas là aujourd'hui qui ne sera pas là pour les prochaines séances parce qu'il a le boulot à la place et qui va pouvoir être présent d'ici le mois prochain, je crois. Philippe, Philippe, bien sûr, qui lui a adoré le film. Il a vraiment considéré ça comme son film du mois. Je pense qu'il en a énormément parlé et qu'il a vraiment... Oui, tu voulais dire que Philippe a écrit une critique aussi qui est disponible sur le compte Instagram de la radio si vous voulez lire son avis sur le film. C'est vrai, si vous voulez lire son avis, puisque hélas vous ne pourrez pas écouter son avis, et son avis dithyrambique d'ailleurs, puisqu'il a vraiment énormément aimé le film, et hélas pour lui, on ne va pas être assez... on va pas être joyeux avec le film, puisque il aurait été là, ça aurait fait un petit peu de balance, des trucs dans le genre, voilà, non, nous on va juste
je pense, abreuver le film de nos critiques assez négatives, puisque je pense qu'on n'est pas beaucoup à avoir aimé le film ici, si ce n'est zéro. Voilà, il me semble que c'est le premier film dont on traite qu'aucun d'entre nous n'a aimé. Et pour cause, hein, c'est un film. En fait, c'est un film qui souffre énormément de ses défauts, hein, comme on discutait tout à l'heure avec Johnny. C'est un film qui a des idées super intéressantes, qui a des concepts visuels assez fous, mais qui vraiment est servi par énormément d'aspects techniques qui sont vraiment très bateaux, très basiques. Bon, je reviendrai dessus plus tard. Je pense que je laisserai quelqu'un d'autre introduire ma place. C'était juste pour dire que bon, voilà, dédicace à Philippe. Si tu nous écoutes, tu vas passer un excellent moment, je pense. Je sais pas, Johnny, je pense que toi, tu as vu le film il y a très peu de temps, il y a à peine 2 heures, donc je pense que tu as beaucoup de trucs à dire par rapport à ça. Oui, moi effectivement je l'ai vu cet après-midi à 15h, donc c'est assez frais dans ma tête. Tout d'abord, je vais vous dire quand même que c'est assez compliqué ce visionnage. On va commencer par les points positifs. Le film et je trouve que tout le monde sera d'accord avec moi. Le film dépeint une représentation du Vietnam, de l'invasion américaine notamment au Vietnam, et ça c'est assez rare pour être souligné, surtout dans un blockbuster de ce budget-là, ce qui est quand même assez sympathique à voir. Donc on va avoir en plus de ça beaucoup de paysages asiatiques, ce qui va changer un petit peu, voilà, et notamment qui va contrasté avec l'aspect robotique. Willow disait tout à l'heure que dans le film il y a des robots androïdes moines bouddhistes, ce qui est une idée originale, hein. Mais moi je suis moyennement fan parce qu'en fait le film commence très bien au début. Après, il va beaucoup trop vite et au bout d'une heure et demie, sur 2h13 quand même, le film se met à ralentir d'un coup. En fait, au début, ce qu'il y a, alors le personnage de Joshua, joué par John David Washington, trouve l'enfant, donc qui est l'arme ultime de l'IA, qui s'appelle Alfie, enfin il le surnomme Alfie, et c'est un MacGuffin en gros. Il va s'en servir pour retrouver la trace de sa femme Maya, disparue 5 ans plus tôt, et en fait petit à petit il va s'attacher à elle un petit peu, voilà le récit qu'on a l'habitude de voir, notamment récemment on l'a vu dans la série The Last of Us avec Joel, Ellie, voilà, on s'occupe d'un enfant qu'on n'aime pas puis qu'on finit par apprécier, et en fait, il y a beaucoup de scènes dans le film qui passent très très rapidement pour montrer à quel point en fait ils se ressemblent plus qu'ils ne devraient. Et à la fin du film, tout est changé. Enfin, ça y est, c'est sa fille, voilà. Donc c'est beaucoup de grosses ficelles scénaristiques, beaucoup. Ouais. Maintenant, la direction artistique du film, il y a rien à dire. C'est très beau, comme l'était Rogue One. Même s'il y a beaucoup de similarités d'ailleurs avec Rogue One, notamment des personnages qui s'embrassent devant des explosions. Mais voilà, donc c'est assez intéressant comme film, mais c'est beaucoup trop banal en fait pour être percutant. En dehors de l'idée du Vietnam, bien sûr. Alors je vais pas aller à l'encontre du fait que c'est beau. Même si moi personnellement 2 heures d'explosion et de bataille ça me fait pas rêver en termes d'image, parce que très clairement dans ce film qu'est-ce que j'ai aimé? Rien. Je pense qu'il a détrôné la palme du film que j'ai le moins aimé dans mon existence, ce qui n'était pas une chose facile, mais je vais essayer d'être modérée dans mes propos, parce qu'il ne mérite pas ma haine non plus. Mais c'est vrai que c'est un film que j'ai trouvé très creux en fait. Déjà, selon moi, tous les gens qui sont en train de dire oui, c'est vraiment un exploit pour le budget moindre qu'il y a eu, oui, peut-être, mais le fait qu'un film n'ait pas eu beaucoup de budget n'est pas une excuse au fait qu'il soit mauvais. Voilà. Enfin, je trouve que c'est un peu facile comme excuse. Enfin, dans ce cas, non, je n'ai pas d'exemple, mais on peut trouver plein d'excuses comme ça faciles, alors que non, enfin c'est pas une excuse. Je veux dire, écrire un bon scénario, ça nécessite pas forcément de l'argent, ça nécessite une bonne imagination, à la limite, un petit peu plus que ça, mais je pense que c'est trop facile. Et puis oui, c'est-à-dire qu'il y a eu, franchement, je les ai pas comptés, mais on est à peut-être 14-15 explosions dans le film. C'est trop. Je veux dire, moi j'étais là et j'attendais la prochaine explosion qui arrivait 5 minutes plus tard. Donc oui, c'est beau, mais c'est pas non plus transcendant. J'ai vu des films plus beaux que ça, quoi.
Puis bon, c'est beau visuellement, mais en termes de réalisation, c'est d'un creux abyssal. En fait, comme tout le film, hein, je pense que tu as choisi le meilleur mot pour pouvoir le définir, c'est creux. C'est bon, comme l'a très bien dit Théo, et comme l'a super bien souligné Johnny, c'est évidemment une métaphore de la guerre du Vietnam, qui date quand même d'une bonne 50aine d'années aujourd'hui, mais bon, revenir dessus ne fait souvent pas de mal quand on voit justement l'introduction très militarisée, et quand on se dit bon, que ça va être un blockbuster classique, on sait ce qui va se passer, c'est que ça dépeint les militaires comme des brutasses remplies de haine sans aucun amour propre, qui sont un peu débiles. On se dit bon, notre personnage principal, il a une histoire, on a vu son passé juste avant, bon, il va survivre, ça veut dire qu'il va passer du côté des gentils, et les gentils, c'est la résistance, c'est les IA. Bon, bon voilà, c'est tout le problème du film, c'est que la critique du militarisme est évidente, certes, mais en fait c'est un gros bloc basique où on va très vite comprendre que le protagoniste va se retourner contre les vrais méchants qui étaient en fait les gentils du début, alors qu'il était dans leur camp à la base. C'est justement pour se tourner du côté des IA et de la réflexion derrière qui va se concentrer dessus. C'est encore une fois, il y a rien de nouveau sous le soleil, c'est une opposition très classique. Le fond est intéressant, mais la forme est éculée, ce qui rend le tout d'un classicisme ultra acide. C'est ultra frustrant. Le film n'invente rien. En termes de structure. Il compose son sujet de par pas grand chose d'autre qu'une base solide sur laquelle il appuie littéralement tout le reste, et il essaie pas de créer quelque chose d'unique, voilà. Il se contente de s'implémenter dans la masse. Un petit peu comme ce qu'avait fait Rogue One, qui pour moi vraiment est un étron audiovisuel comme on n'en a jamais fait auparavant, mais on va rester modéré un petit peu, mais disons que bon, Rogue One, j'ai un gros problème parce que c'est un ramassis de fanservice, hein, il n'y a pas grand chose d'autre à côté, mais disons que bon, ce film-là ne s'inscrit dans aucune franchise, ce qui est quand même un acte, bon, on sent que Gareth Edwards derrière, c'est celui qui a fait Monsters, qui était à la limite, je peux essayer de défendre ce film. Il a aussi essayé de faire un Godzilla un peu plus original que le reste de ce qu'avait fait Hollywood jusqu'alors. Bon, ça n'a pas très bien marché. Et ensuite, on l'a mis sur Rogue One, c'était terrible. Mais du coup, il est un peu revenu avec ce film comme étant une espèce de sauveur, de sacro-saint messie de la science-fiction indépendante, où on lui donne un budget moindre de 80 millions de dollars. Bon, ça reste quand même assez énorme. et il va créer un truc hors franchise, totalement nouveau, qui se repose sur des bases un peu comme avait tenté de le faire Ridley Scott avec Blade Runner ou Alien à son époque, des films de science-fiction qui ne reposaient pas sur des franchises à une époque où Star Wars était justement en plein boom, en plein essor, et on s'est dit bon, enfin un film qui va sortir de la marge hollywoodienne. En plus de ça, et le film sort en pleine grève des scénaristes d'Hollywood. Enfin, maintenant que c'est fini, on sort un peu du contexte initial, mais ça reste tout de même un élément important à prendre en compte, et surtout ça prend en compte un élément qui est extrêmement actuel, qui est donc l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui fait poser beaucoup de questions politiques, comme sémantiques, comme théoriques, etc. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pas des IA, hein, c'est des droïdes, c'est des robots, c'est pas des IA. Enfin, l'intelligence artificielle, elle n'est pas censée prendre corps, ou alors on appelle ça un androïde, un cyborg, ce que vous voulez, mais c'est plus un film qui s'inscrit dans la lignée de AI, intelligence artificielle, j'ai oublié son nom, c'est un random, on s'en fout. Qui pour le coup débarque au bon moment, donc de part des fans qui voient en ça une espèce de révélation assez je sais pas comment la décrire, mais en tout cas c'est raté, quoi. Ça se veut essayer d'être innovant, ça ne l'est pas, et du coup au fur et à mesure on se rend compte de l'échec global qui a été le projet. En fait, je te rejoins parce que tout à l'heure tu disais que le film avait du potentiel, et en soi c'est un fait dans le sens où on est là en ce moment en plein cœur d'une réflexion qui est hyper présente sur les intelligences artificielles, sur ChatGPT, sur les illustrateurs, enfin bref, il y a plein de choses comme ça où on en parle énormément, ce qui fait que c'est un sujet qui peut revenir et sur lequel il y a de la nouvelle matière, sauf qu'en fait il fait son film sur que des choses qui existent déjà, c'est-à-dire que le gars, j'ai compris que t'as lu Asimov 5 fois, ça se voit dans ton film. Tu aimes iRobot, ça se voit aussi, mais tu peux pas me ressortir tout ce que t'as lu et tout ce que t'as vu avant dans ton film, apporte quelque chose de nouveau. Et moi c'est ça que je reproche vraiment au film, c'est que comme tu le disais Jules, il n'y a rien de nouveau. Toutes les réflexions sur les intelligences artificielles qui ne sont même pas abouties, on les connaît déjà, et du coup
ça mène nulle part en fait, parce qu'on ressort du film et on se dit mais en fait on n'a rien appris, on n'a rien ressenti non plus, parce que pour ressentir des choses il faudrait encore que je m'attache à des personnages et que je sache des choses sur eux. Or le personnage principal Joshua, à part qu'il a perdu sa femme, qu'il veut la retrouver et que du jour au lendemain il passe de oh je déteste les intelligences artificielles à oh je les adore, c'est mes meilleurs amis, bah je ne sais rien de lui en fait. Donc honnêtement ça me donne pas envie de m'attacher et franchement les intelligences artificielles, c'est pas que j'ai pas envie de m'attacher à elles, mais sachant que l'arrière de leur crâne est entièrement constitué de métal, je ne peux pas m'attacher à eux comme à un être humain parce que ça se voit que c'est des machines. Donc ils ont beau avoir un visage humain, moi je vois que c'est des robots quoi. Bah, pour compléter ce que tu viens de dire, moi je suis pas d'accord, dans le sens où c'est même pas des robots, des intelligences artificielles comme le soulignait Jules, parce que moi j'ai pas ressenti ce côté, ce discours sur l'intelligence artificielle. On nous dit juste elles sont là depuis X années, elles vivent avec nous et tout, et puis boum, c'est tout. On n'a pas de plus de développement. Et tout le film, en fait, n'interroge jamais ce rapport à l'intelligence artificielle, contrairement, je prends un exemple, mais je pense que c'est un exemple assez dur à détrôner, c'était iRobot, en 2004, je sais plus qui l'a réalisé, peut-être Alex Proyas, je sais pas. Enfin bref, et dans ce film, il y avait, c'est le sujet du film, mais au moins il y avait une réflexion sur l'homme, sur la machine. Est-ce que la machine peut dépasser sa condition ? Est-ce qu'elle peut dépasser son créateur ? Et ainsi de suite et tout. Et là, dans ce créateur, juste, on sait qu'il y a des IA. En plus, elle nous ressent. C'est les visages des acteurs. C'est des visages humains, c'est les visages des acteurs. Donc en fait, je trouve que ton identification, naturellement, elle se fait sur eux comme si c'était des humains. Et tout le long du film, il y a toujours ce rapport-là. Mais pour moi, c'est ça le problème, en fait. Je commence un peu à en avoir marre des films qui présentent des IA joués par des humains. Voilà, au bout d'un moment, il faut assumer le concept à fond, et puis il faut limite faire une IA, comme dans le dernier Mission Impossible, voilà, qui peut paraître kitsch, mais qui en gros est juste un écran noir sur lequel apparaît des petits points blancs, voilà, une nuit étoilée, et qui n'est jamais perceptible. Voilà. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir, mais je viens de finir Cyberpunk 2077 et son extension Phantom Liberty. En termes d'écriture sur les intelligences artificielles, c'est quand même beaucoup mieux, voilà, en termes de profondeur et surtout en termes de menaces qu'elles peuvent représenter, et sans jamais en montrer, puisque c'est des intelligences artificielles, on voit juste les gens qui se connectent. Donc, je veux rebondir sur ce qu'avait dit Jules en mettant en parallèle avec Rogue One, et c'est... Alors, je déteste Rogue One également, sauf que je trouve quand même ce film encore pire, car encore plus manichéen, quoi. Déjà, tu l'as très bien dit tout à l'heure, les IA sont les gentils, les Américains sont représentés comme des brutes épaisses. Ça m'a fait penser un peu au début de Aliens, avec tous les Marines un peu débiles qui sont juste là pour cabosser de l'IA. Et au moins dans Rogue One, il y avait pas trop ça, parce que il y avait notamment le personnage de Cassian Andor qui était un petit peu qui était un petit peu la caution, oui c'est les gentils, mais on se salit les mains quand même, quoi. Ça reste une guerre, quoi. Là c'est vraiment les gentils contre les méchants. Notamment il y a un moment dans le film qui devrait apparaître, il y a un dialogue qui devrait apparaître comme un twist et qui est lâché juste comme ça dans la vraisemblance du scénario. C'est quand le personnage joué par Ken Watanabe, qui est du coup un simulant, un robot, quand il raconte qu'en fait l'explosion qui est à la cause du film n'a pas été déclenchée par une IA mais par une erreur humaine, et qu'on leur a collé ça sur le dos. Donc à partir de ce moment-là, en fait, dans le film on comprend que c'est vraiment les humains les méchants, voilà, et le film perd toute nuance qu'il aurait pu avoir jusque-là, quoi. C'est un peu dommage. Ah ça pour le coup, pour comparer avec des films qui traitent l'IA de façon beaucoup plus intéressante, je l'ai cité tout à l'heure, mais Blade Runner, c'est un édifice du cinéma d'intelligence artificielle qui justement questionne l'intérêt de ces intelligences artificielles, qui vont du coup se questionner sur l'intérêt de leur vie, leur créateur, l'existence de manière générale. C'est un film qui traite de la philosophie du robot et à l'ère moderne, et c'est un truc que ne fait pas du tout un film qui se passe en 2023 quand même. Enfin, c'est aberrant qu'un film qui a 40 ans d'avance ait en fait 40 ans de retard. Parce que le sujet des IA Alors, pour le coup, le sujet des IA qui sont en quête de spiritualité, parce qu'on est dans la Nouvelle-Asie, comme l'a dit Théo, qui se base sur les archipels d'Asie du Sud, donc Indonésie,
c'est majoritairement Vietnam, etc. Et du coup, on voit parfois des cyborgs bouddhistes. Et ça, c'est super intéressant. C'est des IA en quête de spiritualité. Et donc, ça offre des visions de combinaison de civilisation assez magnifiques. Moi, j'ai beaucoup aimé le passage où il arrive à un moment dans un temple bouddhiste et on a des piliers de temple qui combinent des figures entre robots et humains. Pourquoi pas, tu vois, c'est la reconstruction, la réimagination du monde par rapport où l'univers, l'humain, c'est vraiment affilié avec l'intelligence artificielle jusqu'au bout, quoi. Sauf que, et de manière générale, je vais revenir un petit peu sur la construction et la construction des décors, les vaisseaux sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup la construction des machines aussi. Je trouve les cyborgs, une fois qu'ils sont détaillés, décelés de leur visage humain, ils sont assez beaux. Ils ont un aspect insectoïde que j'aime bien. Et bon, oui, il y a des idées visuelles qui sont assez cool, comme le faisceau de lumière de Nomade qui arrive, l'épée de Damoclès immense qui arrive au-dessus des eaux, qui est beaucoup trop grande pour les êtres humains. Ça, à la limite, ça annonce la catastrophe. C'est plutôt joli. Si ce n'est que du coup, le problème aussi de la question des androïdes et des IA est aussi une question de représentation. Moi, je les trouve trop uniformes, trop lisses, justement trop humains. C'est le problème à vouloir une union absolue et fusionnelle entre les machines et les hommes, parce que typiquement, c'est le plus gros problème du film pour moi. Rien ne les différencie réellement. C'est les humains, les machines, vous êtes les mêmes finalement, mais qu'est-ce que ça crée en fait comme réflexion ? C'est que la forme de lutte des androïdes en Nouvelle-Asie n'est comprise qu'à travers ce qu'on nous dit, jamais ce qu'on nous montre. On nous dit, voilà, il y a une guerre, une révolte des androïdes et c'est tout, quoi. Il faut que vous l'acceptiez. On ne rentre jamais réellement dans l'intériorité des IA, qui pourtant sont décrites comme étant égales, voire supérieures aux humains. Alors, on pourrait penser que des thématiques plus philosophiques puissent s'installer, mais non, jamais. C'est encore une fois, des éléments secondaires qui servent à décorer la trame principale, à la rendre plus profonde, et ça, c'est un trope américain que je déteste au plus haut point, et j'étais vraiment très déçu de le voir dans ce film. Et aussi, par rapport à ce film, il y a aussi ce côté, comme c'est un agent secret, on sent le film d'espionnage, on sent qu'en fait, il veut faire un film d'action, un film d'espionnage, mais malheureusement, c'est parasité par un énorme film de guerre, du début jusqu'à la fin, c'est explosion, comme Manon l'a dit, explosion sur explosion, des gens qui meurent par milliers, j'ai envie de dire. Moi, ce qui me dérange dans le film, c'est ce côté spectaculaire sur ce genre de guerre, alors qu'il n'y a aucune réflexion derrière, tu vois. Et ça me perturbe, je l'accroche pas du tout. Et d'autant plus qu'on n'a aucune, comme vous le disiez, aucune identification au personnage, quoi. Genre... ouais. Vas-y, Johnny, je veux dire. Ouais, moi, ça me fait penser un petit peu à un film de Neil Blomkamp, en fait. C'est déjà le design des robots qui sont pas des simulants, ça y ressemble beaucoup. Et autant dans District 9, on peut avoir un petit discours. Déjà, on a le discours sur la discrimination qui ressemble énormément à celui du film là d'aujourd'hui. Mais on peut avoir un discours légitime encore sur une race alien. Est-ce que c'est l'évolution ou alors ça, c'est un thème qu'on a eu des milliers de fois bien mieux traité, notamment dans X-Men, voilà. Mais là, c'est vrai que, comme l'a dit Jules, il y a peut-être une phrase dans le film qui parle des IA en tant qu'évolution de l'espèce humaine, et après, on passe à côté. En fait, le film, moi, il y a un truc qui m'a vraiment dérangé, c'est le rythme et le montage. Vraiment, j'ai l'impression que le film, il se veut un peu feel good parfois, voilà, il y a des blagues. On commence à mettre une musique extra-diégétique typée très années 70 pour bien faire comprendre que c'est l'époque du Vietnam et tout, et la musique reste peut-être même pas 10 secondes, on n'a même pas le temps de reconnaître qui est le chanteur ou quoi, que déjà on repasse sur une scène sérieuse, vraiment le rythme du film est très étrange, et du coup par conséquent son ton aussi, le film ne sait pas sur quel ton danser par moment. Et je reviendrai juste comme l'a dit Théo en début d'émission, la musique de Hans Zimmer. Alors moi je savais que c'était Hans Zimmer qui faisait la musique, quand j'ai vu le film je l'ai oublié, et il y a que quand j'ai vu le générique de fin j'ai fait ah oui, Hans Zimmer est dans ce film, bizarrement. Je ne l'ai pas du tout ressenti, c'est dommage. Pareil, pour moi c'était juste une sorte de garantie limite pour aller voir le film, et en plus quand tu le regardes c'est juste pour sortir des gros violons, et puis tu mets de la grosse musique bien forte pour c'est larmoyant et tout ça, comme Hans Zimmer sait très bien faire, mais malheureusement dans ce film elle est pas mémorable, la musique, et comme peut-être qu'elle a un problème du rythme comme tu viens de le dire, parce que le film est trop rapide, c'est scène d'action sur scène d'action. On dirait presque du James Mangold, vraiment, c'est que ça, action sur action, t'as pas le temps de te poser, et malheureusement quand les personnages ralentissent un peu, échappent temporairement à leurs poursuivants,
là on se dit peut-être que va s'engager une réflexion sur leurs différences en fait, parce que Joshua lui c'est un humain et il se trouve à sauver Alfie, à la protéger, alors que normalement je crois que il est censé la livrer logiquement, enfin il est à la base censé la livrer aux États-Unis, et en cours de film il décide de s'échapper, déjà de sauver leur peau ensemble. Et dans ces moments de pause, et là on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose, une réflexion. Et non, en fait, juste quelques lignes de dialogue par-ci par-là, et tout de suite après, l'action reprend. Trop tôt, en fait, peut-être. Moi, je ne savais pas que c'était Hans Zimmer avant de regarder le film qui avait fait la musique. Et pendant tout le film, je me suis dit, c'est un compositeur OZEF qui a fait une musique d'ambiance, etc. Et à la fin, Hans Zimmer. Après, si je me mets à parler de Hans Zimmer, je suis dans de très gros problèmes parce que, bref. Et ouais, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur les aspects aux alentours. Ouais, comme Théo l'a dit, tout est argument. L'univers n'existe pas hors du personnage principal. C'est ça l'un des gros problèmes du cinéma américain de grande envergure, c'est que tout est décidé selon les actions du protagoniste, selon ce qu'il fait et ce qu'il va bousculer selon son propre désir d'action, quoi. C'est-à-dire que lui, il va se tourner du côté des gentils parce qu'il voit l'arme secrète des forces de l'IA de la Nouvelle-Asie, qui est en fait du coup à l'image d'une petite fille. Et tiens, ça tombe bien, sa femme qui était enceinte justement d'une petite fille avant de décéder, il pense à elle et il se dit oui, je vais protéger cet enfant comme si c'était ma propre fille, et ce genre de truc. Et comme par hasard, c'est lui qui tombe sur l'enfant. Rien n'est décidé, rien n'est laissé, rien ne se laisse couler, quoi. Rien ne se laisse aller. C'est évidemment, comme j'ai dit plusieurs fois, un très gros problème du blockbuster moderne, c'est qu'on ne suit qu'une seule trame et on ne laisse pas l'univers à côté vivre. Mais en fait, le problème, c'est que même le réalisateur Gareth Edwards ne laisse pas son univers vivre. C'est qu'au beau nous affubler de magnifiques plans de A à Z. C'est vrai que le film est beau, quoi, mais les plans durent 3 secondes, quoi. En fait, tu nous dis, waouh, regardez, on a beaucoup bossé sur ce plan, c'est magnifique, et tu as raison, c'est magnifique, c'est plutôt beau, et hop, on passe à quelque chose d'autre sans qu'on ait plus eu le temps d'admirer quoi que ce soit. T'avais des visions extraordinaires à nous conférer, et t'étais trop pressé pour nous faire délivrer ton histoire à la conque, finalement. Oh non, j'ai dit un gros mot, zut, je vais me faire taper sur les doigts par ma famille, excusez-moi. Oui, voilà. C'est que tu délivres un univers qui en plus est assez boudé par les blockbusters américains, qui donc les archipels indonésiennes. Finalement, ça t'a tout un univers, tout un lore, une spiritualité à explorer. Et tu la ramasses au balai, quoi. Tu passes en coup de vent et puis tu fais ouais, salut, on va passer au sud du scénario. Il faut regarder des films de Ozu, monsieur. C'est quelqu'un qui laisse placer sa caméra et qui laisse le temps se faire. Ou alors Sammy Liang, je ne sais pas, mais il faut faire un effort. Du coup, je reviens un peu sur ce que tu dis sur le fait qu'il laisse pas la place à l'univers autour. Je trouve que ça se ressent dès les 5 premières minutes du film. Je me suis tout de suite dit que ça démarrait mal quand j'ai vu que le film commençait par un écran un peu grésillant, en mode nous sommes devant une télévision mais on ne veut pas vous montrer l'écran, donc on vous montre que nous sommes dans une télévision mais nous sommes dans le futur, les images ne grésillent pas dans le futur sur une télé. Déjà ça m'a posé problème, mais en plus de ça on a du coup une télé donc, qui nous explique de façon très grossière oh là là, les intelligences artificielles ont pris le pouvoir du monde, ils sont méchants, les États-Unis doivent tous les tuer. Tout ça sans nous expliquer comment les intelligences ont été créées. On ne sait pas d'où elles sortent, comment elles ont évolué. Elles étaient des robots du jour au lendemain, c'est devenu des intelligences artificielles de fou. On n'a aucune transition entre les deux. On sait juste qu'il y a un mystérieux créateur qui possède visiblement toute l'intelligence du monde puisqu'il a tout créé et il a même passé la main. Donc waouh, quoi, la personne qui est après, elle a du cerveau pour avoir tout compris aussi rapidement. Dès les premières minutes, en fait, tu te dis ouais, mais ton univers là, il est pas en place. En fait, tu nous donnes pas de rouages et le problème, c'est qu'on ne les a pas par la suite, puisque ces rouages n'existent pas. Je pense que si je vais demander au réalisateur, même lui ne sait pas comment les intelligences artificielles ont été créées, puisque je ne suis pas sûre qu'il y ait réfléchi, quoi.
Mais ouais, moi c'est pareil, je vais aussi aller dans votre sens, mais c'est énervant, il n'y a pas de lore, voilà. Et autant ne pas faire de lore, ça peut être très bien, parce que notamment il y a un passage dans le film qui se veut comme une grosse révélation, c'est que du coup, Alfie, l'enfant robot, est vraiment sa fille, quoi, parce que c'est une intelligence artificielle qui a été construite à base de son embryon, de sa femme quand elle était enceinte, bref, voilà, on a tous compris. Et du coup, moi je me dis, bon bah d'accord, bah, comment c'est possible ? On sait pas, c'est comme ça, voilà. Autant si je veux un film qui m'explique que des robots peuvent procréer, à la limite je regarde Blade Runner 2049 qui va mystifier ça un petit peu, voilà, dans le sens où on te dit juste ça a été possible, mais on te dira pas comment, parce que c'est pas le sujet du film, même si on le met en exergue. Et ouais, et moi je me suis posé une question pendant tout le film, je me suis dit alors déjà bon, les robots qui ont pas des apparences de robots, qui parlent avec une voix d'acteur et certains avec une voix robotique, comment ça se fait ? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui parlent comme ça alors que l'autre il parle très bien normalement ? En plus il y a un robot qui fume une chicha, faudra m'expliquer comment ça peut marcher. Et puis pendant tout le film ils se prennent des coups de, je sais pas, on sait pas vraiment si c'est des mitraillettes basiques ou si c'est des lasers, mais en gros les robots ils se prennent juste un coup de mitraillette dans le thorax et puis ils meurent, voilà. Alors qu'un robot, normalement, c'est quand même censé être un petit peu plus résistant. Voilà, bizarrement, le seul qui résiste à ces coups de mitrailleuse laser, c'est le personnage de Ken Watanabe, parce que le scénario le veut bien. Donc, au bout d'un moment, je veux bien que... En fait, je crois que le plus gros défaut de ce film, c'est que les gens, en fait, ils ont dû se dire quand ça allait sortir, « Oh mon Dieu, ça va être un film, un blockbuster intelligent. » Et en fait, c'est pas du tout le cas. Jules, tu voulais dire un truc, non ? Rapidement, ouais, pourquoi pas, mais ouais, c'est. En fait, moi j'ai envie de vous spoiler la fin, parce que justement, il y a des approches qui ne sont dictables que par rapport à ça, et puis bon, on est dans une émission critique, donc évidemment, il y a un moment, il va falloir faire attention. Donc attention, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas, si vous tenez absolument à aller voir ce film sur un coup de tête ou je ne sais quoi, ce qui est une erreur, mais non, au cas où, on va vous dicter un petit peu la fin. Le plot twist final, évidemment, c'est que en fait, The Creator, donc la personne qui est en aptitude à l'espèce de super ingénieur qui crée les IA pour la Nouvelle-Asie et qui leur implante des systèmes de fonctionnement surhumains, comme c'est la nouvelle arme qui a un développement ultra sophistiqué, etc. Et bien en fait c'était sa femme au protagoniste. Waouh, mais qui l'eût cru ? En fait elle est vivante alors qu'elle s'est faite pulvériser la tronche au début du film. Impossible qu'elle survive, mais en fait elle a survécu. Mais en fait elle n'a pas totalement survécu, puisque en fait elle est dans le coma, et en fait on va remettre sa mémoire dans une clé USB pour qu'en fait elle revive. Voilà, c'est n'importe quoi. Enfin, je pense que mon résumé vous donne un peu le ton. Ce qui finalement suit une trame extrêmement basique, finalement. Le personnage principal perd sa dulcinée au début du film. Il est obsédé par sa présence pendant tout le film. Du coup, il apprend qu'elle est en fait vivante. Du coup, il va tout faire pour la retrouver. Ce qui mène à des décisions plutôt stupides durant tout le film. Aucun être humain normal ne ferait ça. Et surtout, ça mène à une fin. Comme l'a dit Manon plusieurs fois, c'est que déjà tu n'as pas d'affection envers les personnages, ne serait-ce que par l'histoire, mais aussi envers la réalisation. C'est qu'on ne te laisse pas le temps d'admirer l'intimité des personnages, de contempler leurs relations. C'est une relation édulcorée où ils se font des blagues de blockbuster en mode « Ouais, t'as vu le chien là-bas ?» Enfin, des bêtises qui désamorce l'action, qui est une espèce de cancer de l'industrie hollywoodienne depuis les films Marvel. Et finalement, à la fin, ils se quittent en larmes, en mode « Ouais, je vais me sacrifier pour la paix. Non, reviens ici, tu as encore tellement de choses à accomplir, etc. » Enfin bref, à la fin, il meurt, elle reste en vie et il s'est sacrifié pour la bonne cause. Encore un truc revu et revu, la figure de martyr pour la paix dans le monde à la fin. Et je sais pas, enfin, l'émotion est toujours à la traîne, quoi. On cumule absolument toutes les tares du blockbuster. C'est émotion nulle, humour nul. Et enfin le Deus Ex Machina effarant. Il y a cette scène un petit peu marrante mais qui est ridicule où il y a la police qui retrouve le personnage principal dans une bicoque et donc il lui lance une grenade et il y a un chien qui arrive, qui prend la grenade, qui prend ça pour un jouet, qui le ramène, ce qui permet de sauver le héros. Waouh, super, bravo. bravo. Bon bref, ça c'est subvenu, la réal est pas inventive pour un sou, la musique est osef, voilà. À part peut-être, moi j'ai une scène à sauver dans ce film, c'est il y a une scène où le siège principal des rebelles est assiégé par d'immenses tanks de l'armée militaire américaine, qui est vraiment dépeintes comme les gros méchants du film. Et pour faire pulvériser un petit peu les membres de l'intérieur, ils amènent des droïdes qui sont programmés pour courir et s'arrêter et exploser. Et on suit ça du point de vue des rebelles, qui sont donc face à un pont,
dans la brume et où tu vois juste les pas lourds, tu entends juste les pas lourds du droïde qui avance sans musique, sans rien, et t'arrives pas à l'arrêter. Il lui tire dessus et elle continue sa route, elle s'arrête et elle explose et elle tue une cinquantaine de personnes. Et ça, c'est vraiment efficace pour le coup. Moi, je trouve que c'est la seule scène qui fonctionne réellement, c'est que t'as une tension, t'as vraiment un danger qui arrive et tu peux rien y faire. Et finalement, tout est articulé autour pour bien te faire ressentir ça. Et si je devais sauver un truc de ce film, c'est cette scène qui fonctionne assez bien. Finalement, à la fin, le deuxième arrive et on arrive à la stopper parce que en fait, la nouvelle arme se crée une empathie et donc la stoppe elle-même. Et ça gâche toute la scène, mais finalement, voilà, j'ai essayé de donner une qualité à ce film. C'est drôle que tu sauves cette scène parce que c'est une scène qui ressemble beaucoup à celle de Vador dans Rogue One. Comme quoi, visiblement, les seuls... le fanservice en moins. Ouais, voilà, les seules bonnes scènes de ces films, à chaque fois, c'est quand il y a un danger qui arrive dans la brume, dans un couloir ou sur un pont. Voilà. Bah, je suis d'accord avec Jules. Moi aussi, je pense que c'est une des scènes qui m'a, pour le coup, la rare scène qui m'a marqué dans ce film, mais par rapport au côté, voilà, à l'impuissance, comme tu le disais. Et là, c'était le seul moment où j'ai éprouvé de l'empathie pour ces personnes, parce que, voilà, c'est un film de guerre où pendant 2h30, on nous montre des gens en train de se faire tirer dessus. Et là, littéralement, ils peuvent même pas se défendre. Donc, je veux dire, forcément que ça te prend, voilà, ça te touche, quoi. Jules, tu l'as dedans ? Ouais, voilà, et c'est comme ça que tu crées de l'empathie. Il n'y a pas besoin de grand chose. Il n'y a pas besoin de ça. Je vais finir là-dessus, mais en fait, il suffit juste de montrer des gens qui sont acculés, qui ne peuvent rien faire, et qui craignent pour leur vie, et qui du coup sont dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Et du coup, quand tu vois le massacre, c'est fulgurant finalement, c'est pas sorcier. Vous êtes à l'écoute de Voix Off sur Radio Toucan. Nous entrons dans la 3e partie de l'émission. Nous venons juste de débattre du film... The Creator, j'ai déjà oublié, The Creator de Black Edwards, Gareth Edwards, pardon. Et tout de suite, nous allons passer un peu au conseil de l'équipe autour justement de cette thématique qu'on a un peu abordée en filigrane à travers ce film, la question de l'intelligence artificielle au cinéma, de sa représentation. Et Manon, quel film as-tu choisi ? Ou série, peut-être ? Ça, c'est parce que tu m'as vu écrire la chronique que tu sais que je ne vais pas parler d'un film. Alors, quand je pense robot et intelligence artificielle à l'écran, il y a une série qui me vient immédiatement en tête. Donc, vous pouvez la retrouver sur Netflix depuis 2019 et elle compte jusqu'à présent 3 saisons. Je parle bien sûr de Love, Death and Robots, créé par Tim Miller et David Fincher. J'ai découvert tout à l'heure que c'était David Fincher, je suis à la masse. J'avoue être loin d'avoir vu l'intégralité de cette pépite du cinéma d'animation, ce qui ne m'empêche pas de vous en parler car chaque épisode est indépendant. Et ça va même plus loin car les épisodes sont travaillés par des équipes différentes, ce qui offre de nouvelles techniques d'animation et des visuels uniques à chaque épisode. J'insiste sur le fait que c'est une série d'animation pour adultes, parce que entre humour noir, créatures parfois terrifiantes, voire horrifiques, et réflexions vraiment poussées, mais complètement passionnantes sur les robots et les intelligences artificielles, il y a de quoi créer des traumatismes chez les plus jeunes et innocentes créatures de ce monde. Mais du coup, si vous ne faites pas partie de cette catégorie, comme tout le monde autour de la table, je vous invite à découvrir cette série de science-fiction. Alors les épisodes, ils durent entre 10 et 20 minutes, donc vous ne pourrez pas me dire que vous n'avez pas le temps. Il n'y a aucune excuse. Et si un synopsis ou un style d'animation ne vous convient pas, comme chaque épisode est indépendant, vous pouvez le passer et regarder le suivant, c'est pas grave. Donc vraiment, moi je vous recommande cette série qui renouvelle et qui bouscule les codes de la science-fiction, de mon point de vue en tout cas, avec une modernité assez glaçante et en même temps assez rafraîchissante. Et du coup, on parle de séries d'anthologie quand on a des épisodes comme ça différents, avec des personnages différents. Et on emploie également ce terme pour dire que quelque chose est exceptionnel et mémorable. Et je tiens quand même à dire que Love, Death and Robots correspond aux 2 définitions de la série d'anthologie. Et rien que pour ça, il faut la regarder. Merci Manon. Merci Manon. Allons voir tous cette série du coup. Moi tu m'as vraiment trop hypé. Je crois que j'avais regardé juste le premier épisode, mais il faudrait qu'on reprenne. Et toi Johnny, tu vas nous parler, je crois, d'un grand classique pour le coup de la SF. Ouais, alors juste quand Manon a parlé de série, moi j'étais persuadé qu'elle avait parlé de Westworld. Si vous n'avez pas vu Westworld, regardez Westworld, ça vaut le coup. Entre génial et déception quand même, mais c'est un vrai ascenseur émotionnel. Non, vraiment, 4 saisons, c'est de l'or en barre. Non, moi je vais vous parler, c'est un rapport avec la musique, forcément, ça va être le
peut-être le plus vieux film de science-fiction, voilà, de cette sélection. Voilà, oui. Ça va être 2001 de Stanley Kubrick, voilà. Bon, après, pas tout le film, on va surtout s'attarder sur la partie centrale du film où il y a le fameux HAL, le robot qui contrôle le vaisseau, voilà. Et donc du coup, moi j'ai voulu parler de ce film-là parce que, comme je l'ai dit pendant ma critique sur The Creator, j'en ai un peu marre de voir des humains jouer des robots, sauf dans Westworld. Et 2001, du coup, je l'ai revu récemment et ça fait un bien fou, je trouve, de voir cette IA à l'ancienne, voilà, qui est juste personnalisée par ce petit cadran avec ce petit hublot et cette petite diode rouge et qui te parle tout simplement. Et je trouve que c'est fou le minimalisme que Kubrick réussit à faire dans ce film avec l'intelligence artificielle. Voilà, juste cette petite diode rouge qui te parle et qui est 1000 fois plus humain que les êtres humains du film, parce que voilà, chez Kubrick c'est bien connu, les acteurs jouent de manière assez froide et dans le film 2001, voilà, Hal passe, je vais pas dire par plusieurs émotions, mais vraiment au terme de ses dialogues, au final, pour spoiler, dans le film on débranche Hal à la fin, parce que c'est normal, Hal, voilà, il a des doutes par rapport à la mission, il s'est trompé, et comme c'est un ordinateur infaillible, il estime qu'il n'a pas le droit de se tromper, donc du coup il veut tuer les astronautes. Les astronautes ne se laissent pas faire et veulent le débrancher, et Hal est en train de pleurer d'agonie, voilà, parce qu'il veut pas qu'on le débranche. Et alors moi, autant dans le film c'est une IA, c'est juste un petit point rouge, et autant ça me fait de la peine de voir ça. Donc je trouve que ça reste pour moi une des meilleures IA de tout le cinéma, quoi. Et tu as cité du coup Westworld, et je trouve qu'il y a un parallèle avec ces deux œuvres-là, c'est que les réalisateurs se mettent à la place des intelligences artificielles qui le filment en fait. Que ce soit Kubrick ou c'est le frère de Nolan qui a fait... oui, c'est Jonathan Nolan. On éprouve leur point de vue. Et je me souviens d'une scène dans 2001 où on voit depuis l'intérieur de cette diode, tu vois les astronautes en train de se parler, mais en silence, et qui regarde, enfin je crois que la scène elle est muette, oui, parce que ils regardent en direction de l'IA, donc de HAL, et donc on sait qu'on est dans la vision subjective de l'intelligence artificielle, et on se doute qu'il parle de lui pour le débrancher. Oui, c'est ça, mais en fait il les entend pas, mais il lit sur leurs lèvres. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et en fait ça prouve à quel point du coup il est intelligent, du coup, et ce qui nous pousserait même à nous dire justement, est-ce que voilà, il aurait pas prévu dès le départ de se rebeller, est-ce que l'erreur il l'aurait pas fait volontairement. Voilà, moi ça me fait penser aussi beaucoup, alors je fais très vite en aparté sur un autre film, un film qui n'est pas très bon, qui est Alien Covenant, mais qui a une scène d'ouverture fantastique, je trouve, avec Michael Fassbender qui joue un androïde face à son créateur Guy Pearce, et il y a tout un discours justement spirituel sur l'androïde qui se questionne, qui se demande pourquoi est-ce que il devrait avoir un créateur alors qu'il lui est en tout point supérieur. Il lui dit clairement, moi je suis immortel, pas vous, pourquoi est-ce que c'est vous mon maître? Donc voilà, si vous voyez Alien Covenant, vous pouvez arrêter le film après 10 minutes, ce sera très bien, et voilà. Je suis pas d'accord, il a pas que des défauts. Je suis pas d'accord non plus, c'est très bien Alien Covenant, regardez-le. D'ailleurs, regardez tous les films Alien, c'est très bien. Ceux par Ridley Scott, au moins. Et toi, Jules, du coup? Moi, c'était difficile parce que les films d'IA et les films de cyborg, c'est majoritairement des films américains. Hein. C'est la seule nation qui, le croissance économique oblige à questionner et s'est intéressé, et aussi avec les moyens financiers qu'il faut, s'est intéressé à la figure du robot au milieu de la race humaine. Donc moi, j'ai voulu m'intéresser un petit peu à ce qui se faisait autre part dans le monde au niveau de films d'intelligence artificielle, puisque c'est le sujet. Et finalement, pas grand-chose. Donc moi, j'ai sorti des exemples qui ne correspondent pas tellement au thème, mais qui peuvent tout de même être intéressants. Alors on va commencer par un film dont j'ai déjà parlé ici, et dont un réalisateur dont j'ai déjà parlé, c'est Shinya Tsukamoto, avec son premier film expérimental Tetsuo, qui est l'histoire d'un homme qui du jour au lendemain se transforme en machine petit à petit. C'est absolument dégueulasse, c'est absolument magnifique en même temps, parce que le grand avantage de Shinya Tsukamoto, c'est qu'il crée une frontière entre la vie et la mort qui est constamment en chute libre, en balance, et c'est toujours magnifique à regarder. Il réussit à rendre sublime des lieux absolument infects, et des égouts, des toilettes, des scènes de meurtre, etc. Et là, on le voit en accéléré, en cut de montage, en jump cut superposé, la transformation d'un homme qui a des tuyaux qui lui poussent par les pores de la peau. C'est absolument grandiose. Et alors, c'est un film qui dure pas longtemps, mais il faut s'accrocher parce que le film est extrêmement frénétique, extrêmement désagréable aussi, mais c'est une expérience absolument unique. Et dans la thématique des robots,
robots, moi je pense que c'est le premier film auquel je pourrais vous conseiller. Il y en a aussi un autre qui rentre pas du tout dans le thème puisque il s'agit pas du tout d'un film de robot même, mais qui en prend les apparences. Ça s'appelle Je suis un cyborg de Park Chan-wook, que certains connaissent pour Decision to Live, qui est sorti il y a 2 ans, et surtout Old Boy, qui gagnait le Grand Prix à Cannes et qui est aujourd'hui un film culte. C'est un film qui est de 2006, donc un petit peu après Old Boy. C'est pas son meilleur, hein, c'est une comédie romantique sur une femme qui devient complètement folle après une erreur de manipulation à son travail, et qui du coup se prend pour un cyborg qui devient folle et qui incarne donc un asile de fous et qui donc se prend pour un robot. Et souvent tu la vois lécher des piles parce qu'elle pense récupérer son énergie. Tu penses que il y a des thématiques super belles abordées justement où elle refuse de se nourrir parce que elle pense qu'elle est un robot, du coup elle a pas ingurgité de la nourriture, et du coup l'assistance va devoir essayer de l'aider, la convaincre que finalement si elle doit se manger, etc. Et c'est finalement le pouvoir de l'amour qui va la convaincre, et c'est un film tout mignon. C'est pas très bien, mais franchement, si vous avez envie de regarder un film détente et assez drôle, puisque c'est quand même un film qui pour le coup a un humour qui fonctionne très bien, eh bien je vous le conseille. Et sinon, pour parler de ma vraie recommandation, c'est pas une recommandation parce que tout le monde connaît, mais il fallait que je reparle de ce film, c'est Terminator de James Cameron, le premier, parce que le deuxième on en parle trop et je le trouve bien inférieur au premier, avec ce Schwarzenegger inhumain, enfin j'ai rien d'autre à dire, il est somptueux, c'est un acteur que j'arrive pas à détester, Schwarzenegger pour le coup, c'est une figure que je trouve magnifique, et dans cette scène d'introduction où il contemple la ville complètement nu, c'est sa carrure invraisemblable et ses effets spéciaux pour l'époque. Je trouve que c'est un film qui n'a pas pris une ride, qui est tout de même niveau trame si quand même un petit peu, mais quand même, c'est un film qui reste tout de même somptueux, et je vous le recommande parce que c'est à la fois terrifiant et magnifique. Encore une fois, les deux s'entremêlent, et je vous le conseille. Et Robocop aussi qui est très bien, mais j'ai pas le temps d'en parler. Merci Jules. Personnellement, le film de Park Chan-wook m'a beaucoup intrigué. Je crois que je vais aller le voir rapidement. Franchement, merci pour ce conseil. Merci à Johnny, Manon et Jules pour m'avoir aidé à faire cette émission, et aussi à Willow à la technique. On se retrouve. Oui. Tu n'as pas un film je pourrais le présenter rapidement, mais j'ai pas vraiment préparé. Juste peut-être Ex Machina, qui est un film de 2016 ou 2015, dans ces eaux-là à peu près, sur un constructeur, un créateur qui crée une intelligence artificielle incarnée par Alicia Vikander, et qui demande à un de ses employés de venir la tester pour savoir vraiment les limites de son travail, et si il est convaincu qu'elle est une IA en fait. Il la rencontre tous les jours, il fixe des rendez-vous, il discute avec elle et il se questionne. Enfin, c'est une sorte de une relation homme-machine, et un peu film d'horreur. Enfin voilà, ça va finir là-dedans un peu. Enfin bon. Jules, toi tu l'as vu. Et c'est réalisé c'est 2014, et ça a été réalisé par Alex Garland, qui est le réalisateur du film le plus nul de l'année dernière, qui est Men. Voilà. Oui, je peux confirmer sur Men, qui avait une très bonne idée, des très beaux visuels, mais ça passe pas. Et pour revenir à Ex Machina, moi j'avais beaucoup aimé ce film-là, je voulais en parler, mais j'ai préféré te laisser en parler. Et je crois que c'est un peu le film qui est à l'origine de la mode de montrer les robots mi-humains, avec un visage d'humain, mais avec un corps de machine, parce que c'était tout le but du film, justement, c'était de montrer justement, si je me souviens bien, le personnage principal doit s'entretenir avec elle, et en fait il doit ne pas s'attacher à elle, puisqu'il le voit que c'est une machine, voilà. Ouais. Donc, mais c'était une bonne surprise, voilà. C'est cassé pas 3 pattes à un canard, mais c'était une bonne surprise. En tout cas, on espère que ces conseils sauront vous plaire, et peut-être que vous aurez envie d'aller les voir. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés. Vous êtes toujours sur Radio Toucan. On se retrouve le 6 novembre pour une prochaine émission, et en attendant, vive le cinéma, regardez plein de films, et puis à bientôt.